Je me promène très souvent. J'aime penser, réfléchir, méditer sous ces immenses arbres. Il m'arrive souvent de penser à eux d'ailleurs. Les arbres, les plantes qui m'entourent, les fleurs, les fruits, les feuilles. En tant qu'individu appartenant au genre Homo sapiens, il semble ainsi normal que je me compare bien plus aux autres animaux qu'à ces espèces immobiles et silencieuses. Cependant, nous ne serions pas là sans le règne végétal, et s'il venait à disparaître, le pire est à prévoir pour les milliards d'animaux peuplant la Terre et dont nous faisons partie. Les végétaux n'intéressent pas grand monde sur Internet et de toute manière, même dans la vie de tous les jours, il est rare que je parle d'eux avec mes proches. Une frontière s'est progressivement dessinée entre les autres animaux et nous, mais aussi et surtout entre les végétaux et nous. Il faut un système sensoriel minimal pour ressentir la douleur, système dont le règne végétal est dépourvu. De la même manière, les plantes n'ont pas d'envie, pas de sentiments, mais elles ne sont en revanche pas si immobiles que l'on pourrait le penser, ni même dépourvues de la capacité de ressentir les choses. Certains végétaux communiquent entre eux et d'autres peuvent se protéger de prédateurs. Des plantes dans votre jardin ou votre maison sont même capables de vous identifier, de vous reconnaître. Je me promène souvent et je me pose souvent cette question. Est-ce que ces arbres me reconnaissent ? Ont-ils une conscience ou quelque chose qui n'a pas encore été découvert par la science, qui ferait d'eux des personnes à part entière ? Certaines civilisations affirmaient que les plantes étaient bien des individus à part entière. Certaines ont même prié pour des forêts, certaines idolâtraient des arbres. Existe-t-il des mystères, des zones d'ombre, des théories sur le règne végétal ? Bien sûr. Et on va voir ça. Le saviez-vous, dans les noix se trouve de l'hydroxy-5-tryptamine, qui se transforme en sérotonine une fois que vous en mangez. Ce neurotransmetteur est indispensable au fonctionnement du système nerveux central ainsi qu'à de nombreuses fonctions cérébrales. La noix serait donc un fruit très bon pour notre cerveau. Et justement, une noix ressemble à un cerveau. Ceci est la théorie des signatures qui suggère que certains végétaux ont la forme de ce qu'ils peuvent soigner. Ainsi, la noix ressemble à un cerveau car elle peut soigner notre cerveau. Autre exemple, l'avocat. Il symboliserait la rondeur de la femme enceinte et aiderait à la santé de la mère et du futur nouveau-né. Cela a aussi été prouvé scientifiquement. En plus d'aider l'équilibre hormonal féminin, il aide aussi à perdre le surplus de poids après l'accouchement et prévient même le cancer du col de l'utérus. Fait encore plus étonnant, à partir de la fleur jusqu'au fruit mûr, il faut exactement 9 mois pour faire un avocat. D'autres exemples, pas de souci, il y en a des centaines dans la nature. Les feuilles tachetées de la pulmonaire évoquaient la forme des alvéoles pulmonaires pour les anciens, qui l'utilisaient comme traitement des pathologies respiratoires. Un champignon coupé en deux ressemble à une oreille humaine, et les champignons vont aider à la santé des petits os de l'oreille qui transmettent les sons au cerveau. Le gingembre ressemble à un estomac et est utilisé depuis plus de 2000 ans par les Chinois pour calmer l'estomac et traiter la nausée. La carotte, bonne pour la vision nocturne, est, une fois découpée, assez ressemblante avec l'œil humain. La vipérine commune était réputée pour guérir les morsures de serpents à cause de la ressemblance de la fleur avec la tête de l'animal. La théorie des signatures peut sembler étrange, mais son savoir sauve des vies depuis l'Antiquité et est redécouverte depuis quelques années. Pourquoi certains végétaux ont-ils la forme de ce qu'ils soignent? Est-ce une pure coïncidence? Est-ce que nous nous efforçons à trouver des ressemblances alors qu'il n'y en a pas? Dans le spiritisme, il est enseigné que le monde végétal est un univers plein de savoir, de magie et de guérison. Protection, purification, potions, soins, beaucoup utilisent des plantes. Ne vous aventurez pas dans le monde des signatures seul et sans savoir, rappelez-vous qu'il a fallu des siècles pour que les guérisseurs et les chamans puissent réellement guérir les gens avec ces connaissances. Certains religieux pensent en revanche que c'est Dieu qui s'en voulait d'avoir inventé la maladie et qui nous laissa les réponses à la guérison dans la nature. La réincarnation, dont on parle assez souvent dans cette émission, est donc le voyage des âmes dans d'autres corps. Alors que la plupart des croyants à la réincarnation pensent que l'âme humaine ne peut pas prendre refuge dans le corps d'une autre espèce, certains pensent qu'au contraire, nous pourrions nous réincarner en un autre animal, et d'autres pensent même que vous pourriez reprendre vie sous la forme d'un être végétal. Si le règne végétal est donc lui aussi doté d'âme, on pourrait se dire alors que certaines personnes se sont réincarnées en fleurs par exemple.
Mais sans parler forcément de réincarnation, les végétaux possèdent-ils une forme d'esprit? Cela peut donc poser souci quant au droit du règne végétal, car si les fleurs sont dotées d'âme, on vient naturellement à se questionner sur leur conscience, leur existence, leur droit à la vie. Cliff Baxter, agent de la CIA, serait l'un des premiers à affirmer que les plantes ont une âme en 1966. Il s'est fié à des expériences menées sur les végétaux qui réagissaient à son détecteur de mensonges. Don José Carmen Garcia Martinez, connu à travers le monde pour ses cultures impressionnantes, affirme parler aux légumes, céréales et fruits. Choux de 45 kg, pieds de maïs de 5 mètres de haut, et les analyses le confirment, il n'y a pas de pesticides ni produits suspects dans ces plantations. Il dit s'asseoir aux côtés des plantes et leur parler. Il arrive même à faire pousser des plantes sur des terres non fertiles. Ces deux cas peuvent être plus ou moins résolus par les scientifiques qui parlent de mécanismes instinctifs des plantes. Mais un cas va ébranler les opinions publiques. Sur ce sol aride et semi-désertique de la baie de Findhorn, se mettent à pousser de magnifiques plantes, légumes et fleurs de toutes sortes, et notamment des choux de plus de 18 kg, grâce à Peter Caddy et Dorothy McLean, qui seraient rentrés en méditation et en parfaite communion avec la nature. Peter crée alors la fondation Findhorn, association spirituelle visant à vivre harmonieusement avec la nature. La fondation est aujourd'hui composée de plus de 400 personnes et au fil des années, elle a mené des travaux de reforestation considérables en entrant en communion avec l'âme des végétaux. S'il est vrai qu'aux yeux de la science, un être végétal ne ressent ni d'émotion, ni de douleur, ni d'envie, peut-on réellement nier la présence d'une sorte de conscience que l'être humain ne saurait comprendre ? Ceci reste bien sûr encore aujourd'hui une spéculation, une superstition. Mais et si le règne végétal était en réalité composé d'entités qui n'attendent qu'à être écoutées ? Il existerait sur notre planète une espèce végétale dont l'origine serait extraterrestre. Cette plante, c'est le cannabis. Ouais, le délire de la bœuf martienne n'a jamais été aussi pertinent. Le cannabis, qui est l'une des plus anciennes plantes domestiquées par les êtres humains, nous viendrait des cieux. Cette théorie s'appuie sur deux faits plutôt intéressants. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune trace archéologique du cannabis avant 12 000 ans avant notre ère. Beaucoup de sites internet basés sur le complot utilisent ceci comme preuve non réfutable, mais bon, c'est en réalité assez maladroit de dire ça. En effet, les plantes se dissoudent facilement dans le temps. Il est ainsi pas si anormal de ne pas trouver de traces de cannabis avant le 12e millénaire avant notre ère, même si pour beaucoup d'autres végétaux, on en trouve. Même si l'origine du cannabis est toujours inconnue par les scientifiques, des études montrent que certaines plantes datant d'il y a entre 30 et 20 millions d'années, dont nous avons des traces, pourraient avoir été ses ancêtres. Cependant, ce n'est pas vraiment sûr et les complotistes diront alors que ces anciennes plantes n'ont rien à voir avec le cannabis et qu'il est arrivé de l'espace. Le deuxième argument repose sur la société des Dogons. Les Dogons sont un peuple reculé de toute civilisation depuis des millénaires, vivant sur des plaines du Mali. Leur mythologie repose sur l'étoile Sirius et l'étoile Sirius B qui est invisible à l'œil nu. Pour eux, le cannabis a été offert aux terriens pour nous aider, mais aussi pour diversifier notre écosystème. Mais offerte par qui? Eh bien par une espèce vivante dans le système des étoiles Sirius. Sirius B n'a été découverte qu'en 1862, alors que les Dogons étaient au courant de son existence depuis des milliers d'années. Son nom vient du chien que possédait le personnage de la mythologie grecque Orion, éponyme de la constellation Orion qui se situe à proximité de Sirius, qui lui-même fait partie de la constellation du Grand Chien. L'origine du mot cannabis est elle aussi un mystère. Plusieurs hypothèses s'affrontent sur une origine tantôt grecque, voire tantôt d'origine arabe. Même si donc le mot cannabis n'a rien à voir avec les Dogons, il est marrant de remarquer que cannabis pourrait faire référence à Sirius A et Sirius B lui aussi. Cannabis, canin, bis, les deux chiens. Les deux étoiles Sirius. Si vous voulez plus de renseignements sur l'origine extraterrestre hypothétique du cannabis, faites très attention car diverses fausses infos circulent, comme le fragment de météorite contenant du THC ou encore l'exoplanète abritant potentiellement du cannabis nommé Bob Marley par la NASA. Si ça vous intéresse, l'origine d'extraterrestres venant de Sirius a été expliquée par Robert Temple dans The Sirius Mystery, basé sur les travaux des ethnographes français Germaine Dieterland et Marcel Griaule, et de leurs propres interprétations de la cosmogonie Dogon. Sinon, certaines personnes soutiennent que si les gouvernements ont du mal à légaliser le cannabis, c'est car nos dirigeants savent que son origine ne vient pas de la Terre.
Parlons à présent d'une croyance bien plus répandue, celle du fruit défendu. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, auraient goûté au fruit de l'arbre de la connaissance. Pour les punir, Dieu décida que les femmes devaient à présent donner naissance dans la douleur et les hommes travailler jusqu'à l'épuisement pour vivre. Cependant, les humains avaient en revanche à présent la connaissance. Mais quel était ce fruit défendu que Adam et Ève finirent par goûter ? Bien qu'on a l'habitude de le représenter par une pomme, le fruit n'a jamais été décrit dans aucun texte sacré. La représentation de la pomme vient en fait d'une erreur de traduction, car en latin, malum veut aussi bien dire la pomme que le mal. Cette mauvaise traduction va pourtant s'inscrire dans le temps, et durant tout le Moyen-Âge, on pensa que le fruit défendu était une pomme, le fruit du mal. 3 autres aliments viendront ainsi remplacer la pomme, portée par 3 théories aujourd'hui très répandues parmi les savants des religions abrahamiques, mais surtout par des savants du Talmud. La première est que l'arbre de la connaissance était un épi de blé. Cette hypothèse repose sur le jeune enfant n'appelle pas ses parents par leur nom tant qu'il n'a pas consommé de pain. Manger du blé aurait donc quelque chose à voir avec l'acquisition d'une qualité uniquement humaine. Nommer quelqu'un, maîtriser le langage et donc avoir la connaissance. Deuxièmement, certains suggèrent que le fruit défendu était en fait une grappe de raisin. Cette représentation semble être l'une des plus anciennes. Dans les récits sacrés, on nous dit qu'Adam et Ève se rendent compte de leur nudité qu'une fois qu'ils ont goûté aux fruits. Si l'ingestion produit une modification d'état de conscience, c'est sûrement qu'elle induit un état d'ébriété. C'est ainsi dans le fruit fermenté que surgirait la possibilité d'un surcroît de lucidité, connaissance à la fois bonne et mauvaise, source de sagesse ou de chute. La dernière hypothèse amène à la conclusion que le fruit était en réalité une figue. Cette idée se base sur le verset suivant. Se sachant nus, Adam et Ève se cousent des tuniques avec des feuilles de figuier pour couvrir leur corps. S'ils venaient à se rendre compte de leur nudité, ils ont probablement voulu s'habiller rapidement, et donc prendre les feuilles de l'arbre qui a donné le fruit qu'ils venaient tout juste de goûter, et donc la figue. Ces 3 théories semblent toutes les 3 fonctionner, même si les récits sacrés ne semblent pas prouver l'une de celles-ci. Était-ce alors encore un autre fruit ? Était-ce finalement une pomme ? Ou un fruit qui n'existait que dans le jardin d'Éden ? En dehors de son aspect végétal, le fruit défendu est aussi interprété de diverses autres façons, comme l'acte sexuel par exemple. Pour citer le monde des religions.com, pomme, blé, figue ou raisin, quelle importance ? Aucune, si ce n'est le goût d'un texte qui n'a pas fini d'être lu, interprété et imaginé. Vous vous rappelez probablement de la cryptozoologie. Eh bien cela existe aussi pour le règne végétal et cela se nomme la cryptobotanique. C'est la recherche de plantes exotiques présentes soit dans la littérature, soit dans des mythes, soit dans des signalements anciens non confirmés. Durant le Moyen-Âge, les témoignages de l'agneau tartare se multiplient. Une espèce mi-végétale, mi-animale. Le fruit serait un agneau dont la plante suce le sang pour se nourrir. Certains venaient même à dire que cette fusion se faisait quand un agneau venait brouter un champ où cette plante se trouvait, qui commençait à s'enrouler autour de lui pour le dévorer. Il y a des siècles, des agneaux tartares se répandent dans des musées et cabinets de curiosités, des agneaux tartares qui seront en réalité des canulars. Cette plante n'existe pas, du moins elle n'a jamais été retrouvée, et on pense que sa légende provient à la fois des mythes chinois de l'agneau d'eau, mais aussi du Cibotium barometz, dont le tronc aurait été pris pour un agneau décédé. Le Yatévéo et le Dunak sont quant à elles des géantes plantes carnivores dont l'existence n'a jamais été prouvée ni réfutée. Le Dunak par exemple serait une plante qui se nourrirait de petits animaux. Les cryptobotanistes pensent qu'il pourrait être une plante de grande taille de la famille des Droseraceae, se nourrissant de grenouilles et de petits mammifères. Les plantes carnivores de grande taille attrapent leurs proies par des pièges passifs et immobiles. Aucun botaniste n'a observé de plantes pouvant faire des mouvements rapides pour digérer des animaux. Selon les historiens, les gens avaient pu, à l'époque, confondre des animaux comme de gros serpents avec une espèce végétale. Dans le journal Nature, le 2 novembre 1882, le révérend Parker, un missionnaire envoyé en Afrique du Sud, nous présente l'umdlebi. Une plante dégageant des gaz toxiques qui empoisonnaient les animaux autour d'elle. Les corps fertilisaient ainsi les sols. Même si la présence de plantes proto-carnivores a été prouvée, aucune plante dégageant de gaz toxiques n'a été encore repérée. L'être le plus terrifiant de la cryptobotanique est probablement l'arbre mangeur d'hommes de Madagascar, dont la tribu Kodos y ferait des sacrifices humains.
Apparemment, cette histoire aurait été totalement inventée par les Occidentaux pour créer une propagande raciste visant à présenter les populations indigènes de Madagascar comme des hommes des cavernes sauvages et anthropophages, pour citer l'encyclopédie du paranormal où vous y trouverez, si vous le souhaitez, bon nombre de renseignements sur la cryptobotanique. Toutes ces créatures végétales existent-elles sur notre planète? Allons-nous en découvrir? Sachez que l'on découvre 3 espèces de plantes carnivores par an, et que nous sommes loin d'imaginer le nombre de végétaux qu'il nous reste à trouver. Toutes ces plantes extraordinaires et terrifiantes existent-elles réellement? Est-ce que le gouvernement nous les cache? Ou est-ce simplement de la pure fiction? J'espère que cet épisode vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette ambiance un peu différente. Les commentaires sont à vous, débattez sur cette théorie, et je prends beaucoup de plaisir à vous lire, sachez-le. Et vous pouvez même me rejoindre sur Facebook ou Twitter, même Tipeee, si vous souhaitez m'aider à financer l'émission. Je me promène souvent, et je me pose maintenant cette question. Que pensent ces immenses arbres à propos de ces 5 théories ?